Vous m'en direz des nouvelles. Amélie Beaucourt, Baptiste Antoine, Guillaume Buffet. Bonjour, bonsoir. Il faut imaginer des policiers qui frappent un jour à votre porte et l'annonce terrible du décès de votre enfant. Vous l'avez vu à la télé, les images tournent en boucle. Une fusillade a eu lieu lors d'une fête entre jeunes et il était parmi eux. À cette gifle d'une violence inouïe vient s'ajouter un uppercut encore plus violent. Le fils est mort, oui, mais c'est aussi lui qui a tué. Seule sur la scène du théâtre de la Manufacture des Abbesses à Paris, Véronique Augereau se glisse dans la peau de cette mère qui essaie de surmonter la tragédie et qui porte à bout de bras le reste de la famille anéantie. Après le chaos, un texte d'Elisabeth Jeantet-Ravasco, mis en scène par Stéphane Dora, se joue jusqu'au 6 avril et vous m'en direz des nouvelles. Véronique Augereau, Stéphane Dora, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Amélie. Véronique, vous apparaissez les yeux hagards sur scène lorsqu'on annonce à la mère que vous incarnez que votre fils est mort. L'enfer de tous les parents. On est dans le bain tout de suite, donc comment est-ce qu'elle accueille la nouvelle à ce moment-là ? Comme toute mère, je pense. Je suis une mère, donc j'imagine que elle ne peut être que dévastée, anéantie, fracassée. J'ai pas d'autres mots, les mots me viennent comme ça, mais je crois que une vie s'écroule. Au moment où vous avez pris connaissance de ce texte, comme vous l'avez dit, vous êtes aussi une mère. Est-ce que vous avez forcément fait le parallèle entre... Oui, forcément. J'ai lu ce merveilleux texte d'Elisabeth Jeantet-Ravasco. Elle me l'a donné en main. Je crois que je l'ai lu et que 2 heures après, je l'appelais en disant je suis partante pour cette aventure, pas évidente parce que le texte est dur. Mais voilà quoi, je lui faisais entièrement confiance. Puis on en parlera plus tard, mais elle m'a fait connaître ce metteur en scène qui est en face de moi, qui s'appelle Stéphane Dora. Donc voilà, j'étais partie en toute confiance dans cette aventure. Stéphane Dora, justement, comment est-ce que vous avez choisi Véronique pour ce rôle ? Qu'est-ce qui vous a touché dans son jeu ? Ah, il m'a pas choisi. Non, c'est vous qui l'avez choisi. Elle a été imposée, donc j'avais pas le choix. Non, mais c'est en fait le texte a été écrit pour Véronique. C'est-à-dire qu'Elisabeth pensait déjà à Véronique pour l'interpréter. Et donc moi j'ai eu le droit, j'ai eu le petit package, j'ai eu le texte à lire qui m'a bouleversé. Et j'étais partant direct pour raconter cette histoire-là. Et j'ai rencontré Véronique à la première lecture. Et première lecture, je me suis dit, je suis partant pour l'ensemble, quoi. On y va, on fonce. Et voilà, ça s'est fait comme ça. C'est des rencontres, quoi. Rencontre de texte et rencontre de personnes. Et pour finir avec Stéphane, c'est vrai que Elisabeth m'a fait rencontrer Stéphane quand je suis allée au Théâtre Essaillant pour le voir dans Rhinocéros, la nouvelle de Ionesco, où il y joue seul et plusieurs personnages aussi, comme ça, et j'ai été emballée par son travail. Voilà. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a touché dans son travail ? Qu'est-ce qui vous plaisait ? C'était très très précis. Je pense que c'est la mise en scène aussi de Catherine, ouais. Voilà, qui joue, enfin qui est importante, mais de le voir sur scène, bouger d'une certaine façon, prendre les différents rôles, tout ça, ça m'a parlé tout de suite en fonction des lectures précédentes que je venais de faire sur le texte d'Elisabeth. Et encore une fois, voilà, c'était l'aventure qui devait commencer. Alors, on apprend dans la pièce très rapidement que ces images de la fusillade qui a lieu à une fête passent déjà à la télé. Donc, votre personnage est déjà au courant qu'il y a eu quelque chose, mais jamais, enfin, elle était à mille lieues d'imaginer que son fils puisse être sur place. Lorsqu'on voit un événement pareil à la télé, et Dieu sait qu'on en voit de plus en plus, on a été abreuvé d'images d'attentats, etc. Ces dernières années. Comment est-ce qu'on en réagit quand on est parent ? Est-ce que on a immédiatement peur pour son enfant ? On se dit oh là là, et s'il était là-bas ? Ou au contraire, on se dit non, ça n'arrive qu'aux autres finalement. Je pense que la première réaction, c'est ça n'arrive qu'aux autres. D'ailleurs, elle ne réagit pas tout de suite. Cette mère fracassée qui est sur scène, d'abord on lui apprend la nouvelle, mais elle n'y croit pas. Elle est aussi dans le déni. Bon, après vient la culpabilité et tout autre sentiment et émotion, mais je pense que systématiquement on pense aux autres, aux mères des enfants et des victimes, mais pas tout de suite à soi et à ses propres enfants.
Alors en plus d'apprendre que son fils vient de mourir, ce qui paraît déjà impensable, cette mère va sentir que quelque chose ne va pas, que l'attitude que les policiers ont envers elle n'est pas réconfortante, n'est pas douce ou empathique, et qu'elle ne correspond pas finalement à la façon dont une mère devrait, personne devrait apprendre la mort d'un enfant, mais que ça, il y a quelque chose qui coince. Elle était sévère. Je l'ai mieux regardée et j'ai compris. J'ai compris qu'elle me jugeait. Elle se disait qu'elle n'aurait jamais laissé son fils mourir dans une fête ridicule, qu'elle aurait su le protéger. À sa place, j'aurais sûrement pensé la même chose. J'allais m'excuser. Mais tous me regardaient de la même façon. Avec haine, peur ou incompréhension, mais aucune compassion. J'ai vu les larmes de mon mari, j'ai vu son regard dévasté. La policière ouvrit de nouveau la bouche pour me répondre. Je suis tombée à genoux, le doigt sur la bouche, la suppliant de se taire, de retarder le moment, de gagner encore quelques secondes. Pas lui. Non. Pas lui. Et tous les détails de la télé me revenaient en boucle jusqu'à me rendre sourde de douleur. Un t-shirt rouge, un jeune homme de 20 ans, un jean, un t-shirt rouge, des cheveux en catogan, une barbe, 20 ans, un t-shirt rouge, des cheveux en catogan, une barbe et une kalachnikov. Véronique Augereau, à ce moment-là, votre personnage prend un second coup au visage. Mais à partir de ce moment-là, les questionnements vont être un peu différents dans sa tête. C'est le pourquoi il a fait ça, c'est l'acte qui va être au centre de ses préoccupations. On dirait presque que ça éclipse le décès de son fils. Oui, c'est vrai, c'est un questionnement de tout ce qu'elle a vécu avec son fils, de pourquoi. Alors, la première question, c'est toujours pourquoi. Pourquoi ? C'est la question qui revient le plus souvent. Mais un petit peu avant, elle est aussi dans le déni, cette femme, parce qu'elle ne peut pas croire que son fils ait pu commettre un tel massacre. Et puis, après le déni vient la culpabilité. Qu'est-ce qu'elle n'a pas vu ? Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire ? Et c'est vrai que tout parent se pose la question. Quelle mère, quel père n'a pas pensé une fois dans sa vie à « oh là là, pourvu que mon enfant ne fasse pas des mauvaises rencontres ». Même si on essaie de bien élever son enfant, etc., arrive un moment où on se pose forcément la question. Enfin, voilà, en tant que mère, moi, je me la suis posée et je me la pose encore, même si ma fille est presque adulte, voire adulte. Mais c'est vrai, on se fait toujours du souci pour son enfant et on refuse de croire le pire, je pense. Mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'enfant devient l'assassin et plus celui qui est décédé. On a presque l'impression que s'il était encore en vie, ce serait la même chose, juste c'est l'assassin et elle doit composer avec ça. Pourquoi il a fait ça ? Alors pourquoi elle a fait ça Oui, alors ça c'est le questionnement central, je dirais, de la pièce. Et puis après, il y a aussi le regard de l'autre, le regard des autres sur cette mère, sur cette famille qui va la dévaster. Elle va être anéantie par tous ces gens, par les journalistes, par les policiers, par la policière en particulier, et plus son fils qui tue. Pourquoi ? Comment ? Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qu'elle n'a pas vu ? Enfin, je veux dire, c'est un tournant dans une vie de mère qui pour moi me bouleverse terriblement. Alors vous parlez de la policière, on l'entend dans les mots de Véronique Augereau, dans votre personnage, pardon, dans cet extrait. Il y a quelque chose qui est éminemment violent là-dedans, c'est la façon dont elle va apprendre à la mère que son fils est décédé. Stéphane Dora, est-ce qu'à ce moment-là, la policière, elle oublie qu'elle a en face d'elle une mère qui vient de perdre son enfant? C'est pas dans ses préoccupations à elle?
Oui, je pense qu'elle est dans son rôle de flic. Je pense qu'elle doit pas montrer ses émotions aussi, à mon sens, et que c'est aussi dur pour elle de se retrouver face à une mère et d'apprendre la mort. Moi, j'ai eu des exemples comme ça de proches qui ont disparu par suicide ou des choses comme ça, et les policiers ont eu très peu de tact avec la famille, en fait. Mais je pense que c'était plus une défense pour eux. Et ne pas vouloir rentrer peut-être dans l'intimité, trop d'intimité, je sais pas, il y a quelque chose j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose de violent dans la façon d'apprendre la chose, pas systématiquement, mais et là moi je trouve qu'il y a un peu de ça chez la policière quand même. C'est pas que de la soirée a été tellement violente pour tout le monde qu'elle prend pas cette préoccupation là parce qu'elle n'y pense pas et qu'elle pense peut-être à elle d'abord et à sa protection, je dirais. En cela, est-ce que le texte d'Elisabeth Jeantet-Ravascaux, il est particulièrement novateur? Enfin, vous avez déjà entendu, vous, un texte qui parle des mères d'assassins de cette façon? C'est la première fois. En ce qui me concerne, je crois que c'est la première fois. C'est la première fois, oui. J'ai lu des témoignages, des articles ou des choses comme ça. Mais ouais. Surtout en ce moment, il y a avec les procès du père Hamel ou les attentats du 13 novembre. Moi, j'ai réécouté aussi le témoignage d'une mère d'un terroriste qui, au Canada, son fils avait tué dans les années 89 bon nombre d'étudiants à Montréal. Je sais pas si c'est pas un genre Sciences Po. Enfin, c'est un campus universitaire. Un campus universitaire. Et cette femme, je retrouve exactement les mêmes mots qu'a écrit Elisabeth dans son texte. C'est toujours ce questionnement. Et comment peut-on en sortir? Cette femme, qui a connu le rejet de ses amis, de la société en général. Elle s'est réfugiée, elle, dans la religion. Ce qui n'est pas le cas de mon personnage, mais tous ces témoignages, je pense qu'Elisabeth en a fait état, a su les écrire, sur papier, et on a fait un petit bijou parce que je tiens à signaler quand même que son texte a eu un prix, le prix Arsénat, et je voulais aussi remercier encore Elisabeth et souligner que ce texte est magnifique. Elle a consulté, ou elle a rencontré des mères qui avaient perdu un enfant dans des circonstances similaires? Je pense qu'elle a beaucoup écouté et lu beaucoup de témoignages. Elle n'a pas rencontré des gens directement, mais elle s'est informée là-dessus. Et après, c'était vraiment aussi sur l'écriture de la perte de l'enfant. Qui là, c'est pas un prétexte à ça, mais c'est pour parler de cette culpabilité-là aussi. Quand on a des enfants, j'en ai 2, et on se dit on veut le meilleur, et s'il y a un petit grain de sable quelque part, on se dit mais à quel moment on a merdé, et qu'est-ce qui s'est passé? Et là c'est encore plus ça va encore plus loin, mais ça partait vraiment de là aussi, et aussi du choc des attentats du 13 novembre qu'on a connu il y a 7 ans, quoi. Est-ce que vous pensez que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, les mères d'assassins ont le droit de pleurer leurs enfants autant que les autres mères? Écoutez, oui, je vais prendre un exemple. Quand je dis on le droit, c'est qu'on les autorise, la société les autorise, évidemment. Je fais une référence à Dupond-Moretti quand il était avocat. Il était le garde des Sceaux, le ministre de la Justice. Exact. Il était interviewé lors d'une émission radio et il défendait le frère de Mera, c'était Abdelkader Mera. Et à un moment ils sont venus à parler de la mère, et Dupond-Moretti a dit mais ce terroriste a une mère qui aime son enfant. Quelle mère n'aime pas son enfant? C'est pas une vache qui a volé, c'est une mère qui aime un enfant. Voilà, tout simplement. Je crois qu'on a tout dit autour de ça. Je me suis souvenue du jour où les 2 garçons avaient joint sale tour à leur sœur. Ils l'avaient enfermée dans le grenier pour tester si elle tiendrait sans faire pipi dans sa culotte. Elle avait trouvé un sifflet dans le grenier et s'était époumonnée jusqu'à ce que je l'entende. Quand j'ai ouvert la porte, elle était debout, rouge écarlate, furieuse. Elle avait bien évidemment fait pipi dans sa culotte.
J'ai été lui chercher une culotte propre. J'ai nettoyé la petite flaque. J'ai refermé la porte comme il l'avait fait. Et je suis retournée dans la cuisine comme si de rien n'était. Quand les garçons sont revenus, ils sont montés directement au grenier. Je les entendais parier sur l'état dans lequel ils la trouveraient. Un peu, beaucoup, énormément mouillée. Mais quand ils ont ouvert la porte, ils l'ont trouvée tranquille, sereine, en train de jouer. Si je les avais punis ce jour-là, est-ce que la boule est remontée une fois, 2 fois, 100 fois, me dévastant le ventre? Bien sûr que c'était ma faute. Forcément que c'était ma faute. Quiconque à qui j'aurais raconté cette histoire y aurait vu un signe. J'aurais dû y voir un signe, mais je n'avais rien vu et mon mari non plus. Un extrait qui illustre la culpabilité qui envahit votre personnage, Véronique Augereau. À votre avis, à cette question qu'elle se pose, est-ce qu'elle aurait pu voir ça venir? Ça, c'est une question qui reste sans réponse pour moi, franchement. Juste avant cet épisode, il y a aussi quelque chose qui revient régulièrement dans la pièce d'ailleurs, c'est le téléphone qui sonne à la maison, et des flots d'insultes et de haine qui s'entendent à travers le combiné. On a du mal à croire que la société s'acharne autant sur la famille. Comment est-ce qu'on peut expliquer que une famille qui est déjà dans le désarroi complet subisse en plus la foudre des anonymes? Vous croyez que c'est si exceptionnel que ça? Je pense moi, ça m'a étonné. Alors, à l'époque des réseaux sociaux où tout va trop vite, etc., je pense que si on peut balancer ou que ce soit une mauvaise rumeur ou un fait comme celui-là, je pense que la haine est à notre porte tout de suite. Il y a une réaction malsaine tout de suite. Et ces insultes, elles sont destinées à la mère. Stéphane Dora, pourquoi, à votre avis, c'est à la mère qu'on en veut et le père, lui, est très effacé dans tout ça? Parce qu'on parle, c'est vrai, on parle souvent des mères, mais des pères beaucoup moins. Parce que c'est une très très bonne question. C'est c'est la chair parce de sa chair. Ouais, voilà, il y a une, je vais pas dire une filiation, il y a un attachement qui fait que c'est la première personne qui se retrouve très étonnamment au front, quoi, et qui va faire rempart. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de choses dans les familles. C'est la mère qui va prendre la protection, qui a ce rôle-là, alors qu'on donne beaucoup de rôles au père sur le papier, en disant que c'est lui qui est responsable et tout ça. Mais je pense que c'est la mère, c'est la femme qui met les mains dans le cambouis pour défendre les choses ou quoi. Et c'est elle qui se met vraiment en rempart. J'ai l'impression. Moi, j'ai cette image de rempart en tous les cas. Elle se met en rempart et c'est toute la difficulté pour elle de se projeter dans l'avenir en étant ce rempart et en se rendant compte peut-être que face aux autres, elle ne pourra pas faire grand-chose avec un mari qui, de toute façon, lui, se met sur le côté oui, de qu'est-ce lui-même. qu'il devient? Parce le personnage du mari est présent, enfin du père est présent au départ, puisque les parents sont emmenés tous les deux au commissariat, et puis finalement il s'efface petit à petit. Il s'efface parce que je pense qu'il ne sait pas du tout comment gérer ça. La situation, comment et il tombe dans la dépression. Ouais, complet. Il y a une autre dimension aussi dont on a un petit peu parlé et qu'on entend également comme le téléphone, sont les flashs des journalistes, puisque quand la maman rentre chez elle, elle est séparée de la porte de sa maison par une horde de journalistes assoiffés d'informations, etc. Et on se rappelle tout de suite de ce qu'on a pu voir à la télévision dans des affaires comme celle du petit Grégory, etc., avec des journalistes qui assaillent comme ça les protagonistes d'un fait divers. Est-ce que le propos de ce texte, c'était aussi de dénoncer le tort que font les journalistes aux familles victimes, à votre avis?
Je dirais pas que c'est pour dénoncer, je pense que c'est juste un constat de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une espèce de surenchère qui fait que il faut avoir la meilleure image, il faut avoir la meilleure info, il faut avoir le scoop, même l'info, parce que tout le monde a la même maintenant. Ouais. Enfin, moi je me rappelle de cette soirée du 13 novembre où on venait de se prendre un bon coup dans la figure quand même, et tout passait en boucle, c'était les mêmes images, c'était les mêmes trucs, et il y avait une surenchère d'images où on n'apprenait pas spécialement beaucoup de choses, mais ça arrivait comme ça par flot. Donc c'est pas pour dénoncer ça, je pense que ça fait partie de notre société, et quand il se passe un drame comme ça, ben on a forcément ça, et vous rappeliez l'histoire du petit Grégory qui date, ben voilà, ça a pas beaucoup changé, ça c'est peut-être multiplié parce qu'il y a de plus en plus de façons de relayer l'information, mais je crois pas qu'à la base c'était pour dénoncer ça. Non, c'est juste, on vit dans cette société-là, il se passe quelque chose, n'importe qui peut, et ça moi je le regrette fortement, mais devenir entre guillemets journaliste, à filmer un truc donc c'est juste se rendre compte là où on vit, quoi, et ce qui se passe maintenant, même si je pense que ça fait du tort aussi, et ça donne de l'eau au moulin de ceux qui justement après passeront les coups de téléphone, ou ça entretient tout ça, quoi. Et c'est un paramètre supplémentaire que va devoir gérer votre personnage, Véronique Augereau. Qu'est-ce qu'elle choisit de faire quand elle voit ça, tous ces journalistes? Elle a plusieurs réactions différentes. Au début, je pense ça l'effraie évidemment, et ensuite elle décide. Comme elle dit, elle va jeter son âme à la meute avant de rentrer chez elle. Et du coup, elle relève la tête, elle est raide comme un i, et elle y va à fond en disant qu'elle aimerait, voilà, s'écrouler là tout de suite, avoir une crise cardiaque, mais non, il faut qu'elle entre, voilà, et la force qu'elle a de cette femme avant de rentrer dans la maison, où tout d'un seul coup tout s'apaise, voilà, elle affronte les journalistes vraiment de face, quoi. Elle a besoin de faire ça, de s'exprimer. Oui. Et puis surtout qu'elle a le regard de sa fille derrière la fenêtre et qu'elle ne veut pas la décevoir. Une pièce autour d'un texte très émouvant d'Elisabeth Jeantet-Ravascaux. Véronique Augereau, justement, ce texte, on l'a dit, il est très émouvant, très fort, dur. Comment est-ce que vous vous l'êtes approprié en tant que comédienne? Bien, d'ailleurs, d'abord on fait une lecture en compagnie de notre auteur et metteur en scène. 1, 2, 3. Après, on se voit avec le metteur en scène, et puis, j'allais dire, on coupe un peu. Non, voilà, non, on essaie vraiment d'être assez concis, voilà, dans le propos, et de monter un spectacle, enfin voilà, qui dure 1h10 seul en scène, c'est pas évident. C'est costaud. C'est costaud. Et après. J'ai appris petit à petit le texte, page après page. Je me souviens j'ai commencé à l'apprendre pendant le premier confinement, puisque après on devait partir à Avignon, ce qui ne s'est pas fait, etc. Et je vous avoue qu'à l'heure actuelle, tous les jours, je relis mon texte. J'essaie de me l'accaparer. C'était un conseil de Stéphane, d'ailleurs. Un jour ou l'autre, il m'a dit: ce texte t'appartient, il faut que tu te l'accapares, que voilà, il arrive un moment où il est à toi. Voilà, mais j'ai toujours besoin des conseils de Stéphane de toute façon, mais c'est vrai que ce genre de texte, c'est une mère qui se confie, qui témoigne, qui parle aux gens, et donc c'est assez intimiste, et on se l'approprie forcément. C'est aussi un texte qui est très physique. On vous voit trembler, vibrer, comme si chaque mot était un peu une secousse que votre corps recevait. Est-ce que vous êtes épuisé physiquement quand vous sortez d'une représentation comme ça? Ça dépend des jours. Quelquefois, je suis complètement liquéfiée. Je me sens vide. Oui, en général, je peux pas parler tout de suite après. Enfin, il y en a qui parlent après les remerciements, j'y arrive pas. Non, il me faut quand même un petit moment pour retomber sur terre. Voilà. Mais je pense que les gens aussi, d'ailleurs. Quand on entendait les extraits tout à l'heure, vous disiez à Stéphane Dora que c'était plus la même pièce, que ça avait changé. Qu'est-ce qui a changé dans votre... les extraits que vous avez passés font partie de la captation qui date déjà du mois de décembre. Et
Bah oui, déjà chaque représentation est différente. Et heureusement, c'est ça le spectacle vivant. Mais bah oui, j'ai l'impression que c'est pas le même texte. J'ai l'impression que oui, ça a évolué. Et heureusement pour moi, pour la pièce, pour Stéphane. Enfin voilà, j'espère voilà le servir aussi en disant que voilà le texte évolue et que je me l'accapare de plus en plus. Et puis le fait de jouer plusieurs fois par semaine aussi, ça permet de lâcher un peu plus les choses et de se l'approprier encore de plus en plus quoi. Donc c'est obligatoirement une représentation de la première à la je sais pas combien il y en aura eu au final une quarantaine à la fin de l'exploitation à la manufacture, ça aura beaucoup changé déjà. Comment vous avez travaillé tous les deux justement sur les déplacements de Véronique sur la scène? Moi, je suis plus à laisser faire un peu le corps, le mouvement. Donc, on connaît la situation. Véronique avait bien appris son texte et on a travaillé avec on a essayé d'être très simple. Moi, j'aime bien travailler dans la simplicité, en fait, pour faire ressortir le texte, faire ressortir le travail de la comédienne ou des comédiens sur d'autres projets. J'aime bien que la mise en scène ne se voit pas trop, je dirais. Donc c'était plus là un travail de direction d'acteur et puis après d'essayer de faire que Véronique puisse avoir confiance en moi, de la lâcher entre guillemets, de dire si tu sens que tu dois aller à cet endroit-là, à partir du moment où ce sera justifié dans ton fort intérieur, ce sera juste, donc il y a pas de problème et tu pourras y aller. Et maintenant, c'est pour ça que j'ai hâte de retourner voir la pièce que j'ai pas vue depuis un petit temps. Mais je lui disais aussi, maintenant ça peut encore changer quoi. C'est pas parce qu'on s'est dit qu'à tel moment tu bouges là. Après, on est un peu contraint par la lumière par moment. Mais voilà, je suis assez friand de ça et je crois beaucoup en cette façon de travailler en tous les cas. Vous m'en direz des nouvelles sur RFI. Alors ces quelques notes qu'on entend ici, ce sont les premières notes avec lesquelles vous accueillez le spectateur. C'est lorsqu'on vous voit arriver sur scène, Véronique Augereau. Comment est-ce que vous avez réfléchi à la musique qui allait accompagner la comédienne, Stéphane Dora? Alors moi, généralement je travaille avec de la musique qui existe déjà. Et là, c'était la deuxième fois que je travaillais avec quelqu'un d'extérieur, et c'était super parce que ça a matché tout de suite. Le groupe Avant l'Aube. Le groupe Avant l'Aube. Et on s'est rencontrés, on a discuté, je leur ai donné des inspirations, et puis ils ont commencé à m'envoyer des petites maquettes, des petites propositions, et à chaque fois c'était, moi je disais oui. Donc c'était super facile, ouais, c'était super facile de travailler avec eux et le rendu est vraiment super, je trouve. Pour rester sur la musique et les effets sonores, on parlait tout à l'heure du téléphone et des flashs. C'est un des rares bruitages qu'on entend dans cette pièce. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de les illustrer, de façon sonore, ceux-là en particulier? C'était important que ce soit pas dans la voix ou dans les mots de Véronique Augereau. On dit le téléphone a sonné. Non, il fallait vraiment l'entendre et ouais, le téléphone, moi, c'est quelque chose qui m'effraie en fait. La sonnerie de téléphone, je sais pas pourquoi ça m'effraie. Dès qu'on entend sonner un téléphone, moi, j'ai toujours un sursaut, j'ai toujours une angoisse d'avoir eu des mauvaises nouvelles ou il y a quelque chose de très théâtral. Je sais pas si on veut dire théâtral, mais en tous les cas, dans la sonnerie du téléphone, ouais, j'avais vraiment envie que ce soit que ça fasse partie des seuls sons avec les flashs de journalistes. Et puis c'est aussi des choses qui ramènent à la réalité. Pour elle, à un moment donné, elle est complètement dans un brouillard, dans tout ça, et ça la rattrape, ça la ramène dans le concret. Et je trouvais ça assez intéressant d'avoir que ces sons-là. Il y a aussi un travail sur la vidéo dans cette pièce, puisque Véronique Augereau évolue dans un endroit qui est assez simple. On a un fauteuil d'un côté et puis des grands panneaux lumineux sur lesquels il y a des images qui défilent. Comment est-ce qu'elles ont été conçues, ces images, et qu'est-ce qu'elles apportent? Par Fanny Jantet. Ouais, avec un travail avec Fanny Jantet, et c'était à peu près le même travail que pour la musique en fait. On s'est parlé. Moi, je voulais pas forcément des choses très concrètes. À part les enfants à un moment donné qui apparaissent très brièvement, mais pareil, on s'est parlé du texte. C'est comme un travail de lumière en fait.
Moi, la vidéo, je la concevais comme quelque chose comme un habillage lumière, comme les lumières qu'on a sur le spectacle. C'était pour accompagner, par moment donner des sensations plus que des images pareilles, concrètes, réalistes. Ça a été un appui pour vous aussi, Véronique? Peut-être des repères que vous avez pu piocher dans ces images? Alors, quelques repères. Moi, je suis souvent devant les panneaux, donc je sais ce qui se passe derrière, mais c'est pas vraiment ça. Si, j'adore l'idée, de toute façon, de Fanny d'avoir créé ce genre d'atmosphère. Pour moi, c'est une atmosphère, et je la ressens sur scène, et ça, c'est très important pour moi. Et dès le début, cette image rouge, à un moment donné, qui passe sur un panneau. Pour moi, ça y est, je sais qu'il y a le drame commence pendant 1h10. Je dois m'exposer sur scène. D'ailleurs, je suis pieds nus. Pour moi, le fait d'être pieds nus aussi est important, parce que ce sol appartient à tout le monde, et petit à petit, il ne m'appartient plus non plus. Enfin, j'ai l'impression de m'ancrer dans quelque chose qui, petit à petit, on va me l'enlever aussi. Tout est important, et je ressens une atmosphère avec la musique, avec la vidéo, le fait d'être pieds nus, et les gens que je vois aussi, parce que je les vois la plupart du temps dans la salle, et je peux m'adresser à eux. J'avais peur au début, et en fait, ça m'aide beaucoup comme support. Vous parvenez à... C'est dangereux, je sais, mais ça m'aide. Vous parvenez à voir leur réaction directement? En général, il y a une très jolie écoute, si je puis me permettre, toute modestie, voilà. Mais l'écoute est belle, et j'ai l'impression d'avoir une partition musicale dans la main, en fait, et de gérer un peu comme je veux les temps. Une accélération sur un bout de texte, un silence que je peux garder comme ça encore un petit peu. C'est tellement beau, une belle écoute, et rare, que je profite. Je profite de cet instant sur scène aussi pour raconter ce drame, mais c'est grâce au texte, j'avoue aussi. Alors, quand moi je suis allée voir la pièce, oui, à la fin, oui. À la fin, il y avait un grand silence qui régnait dans le public, et il y avait une atmosphère assez lourde. Les gens ont les larmes aux yeux, c'est dur. On sent que les gens partent en fait sans dire un mot. Enfin, cette fois-là, c'était comme ça. Et vous aussi, visiblement, il y a parfois des soirs où vous ne pouvez rien dire. Moi, j'ai vu la pièce qu'une seule fois. Est-ce que c'est comme ça tous les soirs? Le public a la même réaction? C'est vrai que les gens restent un peu scotchés sur leur fauteuil pendant un petit moment, le temps de digérer la situation. Et c'est vrai qu'ils ne parlent pas non plus, je pense, pendant un certain temps. C'est une fois un petit peu sortis de la salle qu'ils reprennent leurs esprits. Oui, je pense que c'est à peu près tous les soirs comme ça. Alors, un dernier extrait pour finir cette conversation autour de la pièce Après le chaos. Tout le monde va finir par tourner le dos à la famille, alors qu'on pourrait s'attendre au contraire à ce que les proches comprennent ou aient un peu d'empathie pour ce qui arrive et épaulent les parents et le frère et la sœur qui restent. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette réaction, Stéphane Aura, le fait que les proches s'éloignent complètement? C'est comme, à mon avis, c'est comme pour la gendarme. Il y a une protection, il y a une incompréhension, c'est mêlé de plein de choses, de pas vouloir être mêlé à ça aussi. C'est assez incompréhensible, je trouve. Mais comment on réagirait nous? Moi, je suis incapable de dire comment je réagirais dans ce cas-là. Samy, il t'a appelé? Il t'a laissé un message, peut-être? À ces mots, ma fille sursauta. Elle me fusilla du regard. Mon fils prit du temps, beaucoup de temps avant de me répondre. Samy ne m'appellera pas. Samy était là-bas. Et il est mort. Effacé. Crevé. Assassiné. La gueule éclatée. Le foie, ou la rate, ou tout à la fois. De toute façon, il s'en fout, il est mort. Et pour répondre à ton et non, il ne m'appellera pas. Je prenais enfin conscience de ce que cela représentait.
Combien d'amis, de collègues avaient été touchés de près ou de loin? Combien de mères, d'enfants pleuraient à cause de mon fils? Il ne fallait pas que je montre cette panique. Il ne fallait pas que mes enfants comprennent déjà que plus rien, jamais plus rien ne serait simple. Il ne fallait pas. C'était mon problème. Celui de leur père, pas le leur. Il fallait les préserver. Mais que fait une mère quand son fils a tué le meilleur copain de son frère, hein? Est-ce que quelqu'un sait? Eh ben, moi, je sais pas. Je ne comprends qu'une chose. Quoi que je dise, quoi que je fasse, c'est vain, inutile, dérisoire. La boule me lacérait l'estomac. Mais je n'avais rien mangé depuis 2 jours. Et n'avais plus rien à vomir que mon chagrin. Une nouvelle étape venait d'être franchie. J'avais l'impression de baigner dans le sang des victimes, de me noyer dans les larmes de leur mère. Véronique Augereau, là on entend que la mère perd complètement pied et qu'elle se rend compte qu'en plus de gérer son chagrin, il va falloir qu'elle gère sa famille aussi, qu'elle les porte à bout de bras. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire à ce moment-là pour les soutenir? Une vaste question. Elle est complètement démunie en fait. Bah oui, je crois que pour l'instant, dans sa petite tête-là, elle n'a aucune issue. Et elle réalise que plus rien ne sera jamais comme avant. Ah ben de toute façon, plus rien ne sera jamais comme avant, mais que faire dans cette situation? Est-ce qu'on a une issue? Est-ce qu'on va s'en sortir tous? Est-ce que les enfants vont s'en sortir? Parce que, en tant que mère, on peut dire que une partie de ma vie est déjà dessinée, mais les enfants, ils ont toute leur vie encore à supporter tout ça. Est-ce qu'ils le peuvent? Est-ce qu'on va leur permettre de supporter et de les aider à supporter tout ça? La question se pose. Et ma dernière question pour tous les deux, s'il y a parmi nos auditeurs des parents ou des gens qui ont perdu un enfant, un frère ou une sœur dans des circonstances similaires, qui sont du côté, disons, des assassins, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? J'aurais envie de leur dire, moi, qu'une mère aime son enfant, ce que je disais tout à l'heure. Donc, je sais que c'est compliqué, la situation est compliquée, mais c'est dur. Oui, la situation est terrible. C'est impensable de pouvoir, en tant que parent, mère ou même père, c'est impensable d'imaginer perdre son enfant dans n'importe quelle circonstance. Donc, voilà, il n'y a pas autre chose à dire que ça, et que quelle que soit la nature de la perte, c'est quelque chose d'affreux et d'inimaginable et d'impensable et d'impensable même dans l'autre sens du terme. On peut pas penser ces plaies-là, c'est ingérable, je pense. Je voulais remercier aussi, il y a une association qui est venue, une association des victimes du 13 novembre qui sont venues, une association qui est venue voir le spectacle, et je les en remercie parce qu'ils ont fait la démarche de venir voir ce genre de spectacle. Et pour moi, ça a été une soirée très émouvante, éprouvante, mais complètement acceptée par ce genre de personnes, et je les en remercie beaucoup. Merci beaucoup Véronique Augereau et Stéphane Dora d'avoir été nos invités. Merci. Je rappelle que vous pouvez voir la pièce Après le chaos à la Manufacture des Abbesses à Paris jusqu'au 6 avril, mais aussi en tournée au prochain festival d'Avignon du 7 au 30 juillet au Théâtre des Barriques.